Chose. On va revenir sur le drame de la fillette de Granby. Il y a eu des développements dans l'actualité au cours des derniers jours. Vous vous souvenez que le père de la petite fille a été libéré sous condition. Lui qui faisait face à un certain nombre d'accusations. On a dit que les accusations ne sont pas assez sévères pour qu'on le retienne encore en détention. Donc, il est sorti. On a appris également que la mère de la fillette, la mère biologique de la fillette de Granby, envisageait une poursuite de plus de 5 millions de dollars. C'est quand même une poursuite assez importante qui risque d'ébranler toute la structure de la DPJ au Québec. On va en parler avec son avocate, Maître Valérie Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une grosse poursuite que vous prenez là, quand même. Là. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on se disait, elle a quand même sa part de responsabilité, la mère, puisqu'elle a laissé aller son enfant. Est-ce qu'elle va poursuivre ou pas? Là? Eh bien, c'est là où il faut mettre les pendules à l'heure. Cette mère-là n'a jamais abandonné son enfant. Quand sa fille est née, elle était jeune. Elle avait des faiblesses. Et malgré ses faiblesses, elle a accepté que sa fille aille chez sa grand-mère paternelle. Et lorsqu'elle était chez sa grand-mère paternelle, cette mère voyait sa fille fréquemment. Elle était là pour ses anniversaires, elle a passé des Noëls avec elle, elle a des photos avec elle. C'était une vie normale avec sa fille. Et le jour où une intervenante quelque part a décidé que cet enfant allait retourner chez son père, la vie de cet enfant, c'était la descente aux enfers. Pourquoi? Mais quand même, avant d'aller là, il faut régler ça parce que pour préparer l'émission, j'ai lu plein de commentaires, j'ai lu des papiers. En fait, j'en ai eu un assez sévère de Patrick Lagacé à l'époque. C'est pourquoi faire des enfants quand on est démuni de la sorte? Elle a dit, ce n'était pas ma responsabilité, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est la grand-mère qui avait pris le relais. Mais quand même, c'est elle qui poursuit, c'est elle qui ferait l'argent, et on lui donnerait de l'argent pour avoir abandonné son enfant. C'est ça que les gens comprennent. C'est des questions qui sont importantes et qui doivent être clarifiées. Cette mère n'a jamais abandonné son enfant. Cette mère, on lui a dit que tu n'es pas capable d'avoir ton enfant. On l'a mise dans une case. Parce qu'elle a dit des choses au moment de l'accouchement. Mais vous savez, c'était... C'était trop dur ou quelque chose C'était Elle s'est emportée au moment de l'accouchement. C'était un accouchement difficile. Elle n'avait pas eu encore l'épidurale. C'est pour ça qu'elle a dit des propos. Est-ce qu'on enlève un enfant à cause de propos dits durant un accouchement? Non. La DPJ est venue lui dire que cet enfant-là devrait aller chez sa grand-mère. Elle a accepté parce que dans ce temps-là, elle avait des faiblesses. Par contre, toutes ces années, cette mère... Des problèmes de drogue? Non, dans ce temps-là, elle n'avait pas de problème de drogue. Mais elle avait des faiblesses. Elle devait apprendre un peu comment s'occuper de son enfant. Et elle l'a fait. Et elle a fait ce qu'on soulignait, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, qu'on soulignait son incapacité intellectuelle. Est-ce que c'était le cas? Vous savez quoi? Aujourd'hui, on parle d'une mère qui a 3 jeunes enfants sous sa garde. C'est une mère qui est aimante. C'est une mère qui n'a jamais été agressive, qui a jamais perdu de patience envers sa fille. Jamais. Et comment je le sais? Vous savez comment je le sais? Parce que dès que sa fille est allée, on l'a enlevée de chez la grand-mère pour la mettre chez ses bourreaux, eh bien, les visites de cette mère étaient supervisées. Vous savez, c'est quoi, Monsieur l'évêque, de voir votre enfant de façon supervisée entre 4 murs? Vous savez, c'est quoi de ne pas pouvoir voir votre enfant son jour d'anniversaire, de ne pas pouvoir lui donner un cadeau? Vous savez, c'est quoi de ne pas passer Noël avec votre enfant? C'est terrible. Et ce qui est important à souligner, Monsieur l'évêque, c'est que ce n'est pas la seule mère qui vit des affres comme ça et de l'abus institutionnel de la DPJ. Et c'est ce que ce jugement, cette procédure-là veut faire ressortir. Alors, c'est sûr que on est tous d'accord, puis on l'a vu au moment où c'est arrivé, je pense que c'était unanime. C'est pour ça que ça nous a ébranlés dans la société québécoise. C'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job pour protéger un enfant, si on est sûr. Oui. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut dédommager la mère en amont ou si il faudrait pas mieux juste restructurer nos affaires? Est-ce que poursuivre, c'est vraiment une voie qui est adéquate? Poursuivre, c'est avoir des gens imputables pour leurs actions. Imputables pour leurs gestes, pour leur inaction également, parce qu'on a laissé cet enfant mourir, parce que cette mère a sans cesse envoyé des mises en demeure, elle a téléphoné. Vous savez comment elle... C'est la grand-mère surtout qui faisait ça. La mère aussi, parce que c'est la mère qui voyait les ecchymoses. Quand la mère voyait son enfant de façon supervisée, c'est elle qui disait hey, « j'ai vu une bosse sur la tête de ma fille, j'ai vu ci, j'ai vu ça », et on l'a ignorée, on l'a mise de côté. Pourquoi? Il n'y a aucune raison de mettre des parents de côté. Et mon message aujourd'hui, Monsieur l'évêque, c'est à tous les intervenants qui travaillent à la DPJ. Écoutez les parents, ils ont une autorité parentale
en vertu de la loi, elle n'a jamais perdu son autorité parentale. Par contre, le système, les intervenants dans ce système l'ont mise de côté, l'ont mise à l'écart. Et c'est ça qui ne doit plus se passer. Et si ce jugement-là, et si cette poursuite de 5 millions, ça fait mal, bien c'est parce que je veux que ça change les choses. C'est ce que j'ai compris en préparant, là, c'est que ce qu'on semble dire, c'est qu'on l'avait mise de côté, comme vous dites, parce que quand il y avait ces rencontres supervisées-là, l'enfant faisait une crise après, parce que je présume que ça doit être difficile pour un enfant, justement, de vivre toutes ces conditions-là, puis de voir sa mère qui vient, puis qui s'en retourne, ça bon. Alors, et c'est pour ça qu'on aurait arrêté les visites, c'est ça? Ou? Non, pas du tout. Cet enfant, à chaque fois qu'elle voyait sa mère, il y a des informations que je ne peux pas divulguer parce qu'il y a un ordre de non-publication. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant a été conditionné par des bourreaux pour ne pas aller et pour ne pas être affectueuse envers sa mère. Et ça, nous avons les preuves dans les rapports, des preuves. Moi, ce que je veux, c'est que chaque intervenant qui travaille avec des enfants réalise l'importance de leurs devoirs. Et ça ne peut pas continuer. Ça doit changer immédiatement dans les faits. Et on ne doit pas attendre une commission pour que ça change. Mais la question qu'on se pose, si j'étais intervenant, je me dis, ça doit être difficile de faire la part des choses. C'est un dossier, puis tu as le papa qui dit une chose, tu as la grand-maman qui s'en occupe qui dit autre chose, tu as la maman qui dit autre chose, tu as l'école, et là, il faut que tu tranches. Et ils ont tranché, manifestement pas du bon bord, hein, on s'entend, on l'a vu après coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? La DPJ, ils sont condamnés à se tromper de temps en temps, quand même, parce que tu as la parole d'un. Ce que le juge, moi, c'est le juge que j'ai eu le plus de misère avec, là, tu sais. Le juge qui dit, OK, on la laisse avec le garçon, puis même si la grand-mère se fait en 14, puis... Et ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'ils ont dit, c'est de la manipulation familiale. Ils veulent le faire passer pour un méchant parce qu'eux autres, ils veulent vraiment l'avoir, laissant sous-entendre cette histoire de bien-être social pour avoir des prestations. Alors, c'est le juge, me semble-t-il, qu'en dernière instance, bien, vous savez, le juge reçoit une image. Et l'image de la DPJ, c'est une grosse machine. On a une mère qui est défendue par un avocat en aide juridique qui peut-être ne l'a pas entendu, qui peut-être ne l'a pas défendu, qui peut-être n'a pas porté sa voix là où il fallait. Alors, c'est David contre Goliath. Et cette mère-là s'est retrouvée d'une journée à l'autre à ne plus pouvoir même avoir accès à ses visites supervisées. Vous savez, elle la voyait, sa fille, une fois à toutes les 2 semaines. Et ensuite, on lui dit, tout ce qui se passe dans la vie de ta fille, c'est ta faute. Alors, tu la vois plus du tout. Alors, comment ils ont pu... Je comprends que son ex était un manipulateur puis qui disait peut-être éventuellement des belles menteries, mais comment ils en sont venus à cette décision-là? Comment ils justifiaient le fait de la retirer du contact avec sa fille? C'était une proposition, c'était quelque chose qui avait été... c'était ce que les intervenants ont proposé et ont suggéré au juge. Et le juge se retrouve avec des intervenants qui sont censés prendre leur travail. Pourquoi ils font ça? Pourquoi vous pensez qu'ils ont fait ça, eux autres? Pourquoi ils ont fait cette recommandation-là? Moi, je dirais que c'est de la grossière négligence. Grossière. Ils n'ont juste pas écouté la mère et la grand-mère? Elle n'existait plus. Dans leur tête, elle n'existait plus. Dans le système, elle n'existait plus. La grand-mère... Parce que moi, j'ai parlé à la mère et à la grand-mère. Je suis allé faire une émission spéciale au moment où c'est arrivé. Bon, bien, la mère, manifestement, je la sentais moins solide que la grand-mère. La grand-mère, je la sentais grondée puis solide. Et je me dis, si j'avais été intervenant puis j'avais écouté cette madame-là, je disais, attends une minute, là. Mais quand vous dites « je la sentais moins solide », vous savez, c'était une maman qui venait de perdre sa fille aînée. C'est sûr. Hein, une maman qui a aujourd'hui que son l'urne chez elle. C'est tout ce qu'elle a. C'est une maman qui a été privée d'aller dans un parc avec ses enfants, avec sa fille. C'est ça. Et ça, c'est pas imputable. Personne n'est responsable pour ça. Personne n'est responsable pour ce manque de jugement. Ces intervenants ont un rôle important. Ils remplacent les parents. Absolument, absolument. Si on ne peut pas compter là-dessus, c'est notre enfance qui est en problème, là, parce qu'il y en a tellement. Hein. Exact. Alors, mais vous poursuivez qui et comment ça se passe, cette poursuite? C'est certain que la DPJ, c'est la première personne. Et c'est la première institution qu'on poursuit, et avec des intervenants également, de façon personnelle. Vous écrivez des noms? Il y aura des noms. Il y aura des noms. Et également, bien évidemment... Tu travailles à la DPJ, puis tu pourrais payer pour une erreur professionnelle? C'est une erreur grossière.
C'est ce qu'on. Et pour moi, et pour la mère également, c'est une façon pour ces gens-là d'être imputables, de réaliser que ce qu'ils ont fait, il y a quelque chose après. Quand on pose des actes comme ça, quand on néglige complètement une personne parce qu'on a l'impression que ce n'est pas une bonne personne, il y a aucun rapport à cet effet-là depuis des années qu'il n'y a pas de rapport sur la mère. Et l'école. Parce que l'école, quand on en a appris, ça a commencé à tomber après coup, puis je voyais la réaction. Tu sais, la petite fille est à l'école. En fait, ce qu'elle criait, on disait, elle était pas endurable, elle faisait des cris. Elle criait au secours, c'est pas compliqué. Je veux dire, ça prend pas un doctorat en éducation pour comprendre la petite fille. Là, ça marchait pas son affaire. Aidez-moi quelqu'un, mais elle a bougonnait. Mais vous savez, la mère criait au secours à chaque fois qu'elle voyait sa fille et on l'a pas écoutée. Après, on n'a pas écouté sa fille non plus. Vous savez, l'image, et moi, l'image, c'est de voir votre enfant dans une cage en train de mourir à petit feu et vous pouvez rien faire pour la sauver. Alors le remords qu'elle a, cette mère, de ne pas avoir pu faire plus peut-être qu'elle aurait pu aller la chercher, je ne sais pas. Ça, il faut qu'elle vive avec. Ouais. Mais il faut que les intervenants qui prennent la décision, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Alors, je reviens à ma question. Vous poursuivez la DPJ, mais est-ce que l'école est Bien évidemment, à l'école, on a une enfant qui fouille dans les poubelles, qui mange pas, qui vient verbaliser Moi, c'est ce qui m'a donné le haut le cœur, c'est de voir que personne n'a réagi à ça. Puis on avait des détails, des détails épouvantables. Et vous les avez, les détails, quand il vient dire... Qu'est-ce qu'on a trouvé? On l'a renvoyé chez eux. On a dit, garde-la à la maison. C'est trop de trous pour nous, garde-la à la maison. Et comment ça se fait que la mère n'était pas au courant de ça? Ça n'a pas de bon sens. Alors que la mère, elle avait encore l'autorité parentale qui lui confère des droits par rapport à l'éducation. Comment ça se fait qu'on l'a mise de côté? Elle n'a jamais entendu parler d'aucun de ces comportements-là. On ne lui faisait pas de rapport. On ne lui faisait pas de rapport. Monsieur Lévesque, il y a un vrai problème. Il y a un problème parce que la mère que je représente, il y en a plusieurs autres parents qui sont dans la même situation, qui ont leurs enfants de façon supervisée, 1 heure à toutes les 2 semaines. Il y a une réalité grave. La brutalité de la DPJ, la violence institutionnelle de certains intervenants est plus grave que n'importe quelle violence que ces enfants peuvent vivre dans leur foyer. Le fait de couper du jour au lendemain un enfant de sa grand-mère, de sa mère, de son monde, de ses frères, de ses cousins, ça, c'est plus violent que n'importe quoi. Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui disent le contraire de ce que vous dites. Ils disent la conclusion de ça, c'est peut-être que d'essayer d'avoir renvoyé cette petite fille-là en milieu familial, c'était peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que privilégier systématiquement le milieu familial plutôt que de dire, regarde, ils n'ont pas été capables pendant quelques années, on la prend, puis on lui trouve une famille d'accueil pour qu'elle soit adoptée, vraiment par d'autres parents. Mais pourquoi, M. Lévesque? Il y avait une mère qui était apte, qui avait 3 enfants, qui en avait 2 dans le temps. Pourquoi adopter? Il y avait une grand-mère qui suppliait de revoir sa petite fille. Pourquoi adopter? Pourquoi est-ce que c'était terminé pour ces 2 personnes? Qu'est-ce qu'elles ont fait de plus grave? Il y a eu c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi ils l'ont redonné au père à ce moment-là? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on doit mettre la lumière là-dessus, M. Lévesque. Il y a eu 6 interventions policières de 2014 à 2017. Pourtant, cet enfant est retourné chez son père. On n'a même pas considéré reprendre cet enfant et la mettre chez sa grand-mère ou chez sa mère. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt parce que c'est sûr que ça nous concerne tous. Merci, M. Lévesque. Tous les parents, les enfants, c'est tout le Québec que ça concerne. Merci. Merci.